Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Petit Jab. Petit Jab est un groupe de travail réunissant plusieurs professionnels de santé. Nous sommes majoritairement des kinésithérapeutes, mais nous avons la volonté d'être rejoints par d'autres professionnels de la santé en France. Aujourd'hui, nous avons deux objectifs principaux. D'une part, faciliter la transmission de la science vers les professionnels cliniciens. D'autre part, faciliter la compréhension de la médecine pour le grand public. Pour tout découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche Et à suivre notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur Petit Jab. Bonjour, salut les Jabbers, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nous, on est très en forme pour cette troisième émission du coup de notre deuxième saison. Aujourd'hui, on va accueillir nouvelle personne, un nouvel invité qui va pouvoir nous parler d'un sujet qu'il maîtrise, étant donné qu'il a été atteint il n'y a pas très longtemps, je crois. C'est ça. On aurait pu en faire une Jabbers story. On aurait pu en faire une petite Jabber story, en effet. Ça aurait été une très très bonne idée. Avant de commencer, on va juste rappeler un petit peu les deux chroniqueurs qui nous accompagneront aujourd'hui. Nous avons Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour à tous, donc Benoît, je travaille à Paris en tant que kiné. Je crois que les gens commencent à te connaître. Ce n'est pas la première J'espère. fois que tu viens ici. Donc Benoît il sera ici pour nous parler un petit peu et présenter aussi une petite chronique à un moment donné dans l'émission. Thibaut, mon fidèle acolyte, encore présent. Salut à tous, encore présent ce soir. Donc moi aussi je suis kiné comme Benoît et je travaille à Paris comme Benoît aussi. On est pareil. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Là, on va pouvoir présenter donc notre invité. Nous avons un petit asset pour ça. Olivier, je te laisse te présenter très rapidement. Eh bien, Olivier, kiné à Paris également. Et on va dire, j'ai eu le Covid aussi, donc ça tombe bien que je partage à chaque fois le sujet en tant qu'expert et en tant que témoin du Covid. C'est exactement ça. Je crois comprendre que tu donnes un petit peu de coaching aussi physique et également que tu essayes donc de faire quelques vidéos YouTube aussi dans un objectif un peu de partager la santé pour le grand public, c'est ça ? Alors, c'est ça. Donc, c'est vrai que moi, mon profil et mon projet professionnel, c'était d'être kinésithérapeute, mais ma vocation à la base, c'était d'être préparateur physique. Donc, ma raison aussi d'être là, en particulier sur ce sujet-là, c'est d'être une interface entre la kinésithérapie et justement le réentraînement à l'effort. C'est exactement ça. Mais dis-moi Olivier, tu as fait un stage quand tu étais étudiant en kiné où il me semble que tu avais des tuteurs qui t'ont un peu montré la voie de la belle kinésithérapie. Alors, j'avais Qui en était-ce effet des tuteurs qui étaient extraordinaires, qui étaient éblouissants. Je me souviens plus très bien leur nom, mais bon, en tout cas, ils ne doivent pas être très loin de moi là. J'espère qu'ils nous écoutent. J'espère aussi. Alors pour la petite blague, les tuteurs de Olivier étaient Thibaut et moi quand nous travaillions encore ensemble, cette période. Olivier, du coup, juste pour finir, on peut potentiellement te suivre donc sur ta chaîne YouTube, sur tes réseaux sociaux. Tu as un Instagram, c'est @olivier-rebel, c'est ça ? C'est ça. Et ben, je vous encourage tous à suivre Olivier. Il a déjà fait une première vidéo sur notre thème du jour, que vous l'aurez compris, qui est le Covid. Et il y en a une deuxième qui sortira, je crois, en fin de semaine, c'est ça ? C'est ça. Donc ma chaîne YouTube est encore toute jeune, mais là, c'est les deux dernières. La vidéo que j'ai faite et celle qui va sortir, ça traite du Covid. Celle qui est déjà sortie, c'est sur la fatigue et le Covid. Et celle qui va venir, c'est sur justement le Covid et les rentraînements à l'effort. Ok, donc plein de choses qu'on va aborder aujourd'hui. Et on ne manquera pas aussi de partager un petit peu et t'aider à gagner de la visibilité sur cette chaîne YouTube. Pour vous rappeler rapidement, si vous le souhaitez nous soutenir, vous pouvez donc vous abonner à notre chaîne Petit Jab. Vous avez quelques sub-goals, quelques petits objectifs pour vous et pour nous à réaliser si jamais vous avez envie de nous soutenir. C'était pour être très très rapide là-dessus. On va donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, parler du Covid. On va essayer d'aborder pas mal de notions. On va essayer de revenir un peu sur le Covid long surtout et qu'est-ce qu'on peut en faire de ce Covid long grâce à Olivier qui a bien étudié le sujet. Comme d'habitude, nous, on se nourrit de vos interactions. On lit le chat devant vous. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à interagir avec nous pour pouvoir donner votre avis, participer et nous aider, nous, à construire une émission qui sera très sympathique. Alors, pour commencer, on va essayer de laisser la parole à notre ami Type T qui va pouvoir nous faire une petite analogie, comme d'habitude. Transition, jingle. L'analogie de Type T et qui va essayer de nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est un virus. Parce que le Covid, je crois bien, est un virus, c'est ça ?
Exactement, le Covid, c'est un virus. Et du coup, pour cette analogie, c'est pas l'analogie de type T, j'ai juste volé l'analogie d'Olivier. Exactement. Donc, c'est l'analogie qu'il fait à peu près dans sa vidéo YouTube que je vous incite vraiment à regarder parce qu'on trouve pas mal d'infos intéressantes. Donc, le coronavirus, en fait, effectivement, c'est un virus. Un virus, c'est un organisme qui est vraiment tout petit, beaucoup plus petit qu'une bactérie. Et il faut se représenter un petit peu ce virus comme un petit être qui nous veut un peu du mal et qui a les clés de certaines zones de notre corps. En l'occurrence, le Covid, la Covid, d'ailleurs, On vous a fait un petit rappel là-haut. c'est pas très important, la Covid. En tout cas, le coronavirus entre avec la clé, notamment des poumons. C'est la première zone du corps qu'il arrive à toucher. En général, la majorité des gens ont des symptômes plutôt pulmonaires. Donc, ce virus a les clés de nos poumons. Et du coup, il permet de rentrer un petit peu dans le poumon. Bon, on parle de clés. En l'occurrence, il s'agit de récepteurs sur lesquels il peut aller se fixer et rentrer. Mais le problème, c'est que finalement, il n'y a pas que les poumons. Il y a aussi, tu en parlais très bien, du coup, les reins, le foie, le cœur. Et donc, on peut avoir des syndromes pulmonaires, des syndromes d'autres organes. Et à partir du moment où le virus est rentré dans le corps, si le corps ne connaît pas ce virus, il va se dire tiens, c'est un ennemi, c'est pas normal, il va falloir aller le combattre. Mais pour ça, il va d'abord falloir former des soldats spécifiques pour aller combattre le coronavirus. Ça met un petit peu de temps. Mais une fois qu'il y a l'armée qui est là, et là j'ai bien aimé le boum, l'image de tank, etc. Je suis assez c'est la guerre. spectaculaire en général dans mes vidéos. donc Ouais, j'aime bien l'action. fait. hein. Gros effets spéciaux. Mais donc Du vous l'aurez dynamique. compris, c'est la guerre entre notre système immunitaire et le coronavirus. Heureusement, dans la grande majorité des cas, c'est notre système immunitaire qui gagne. Mais voilà, c'est ça qui peut expliquer notamment la fièvre. Il me semble que la fièvre, c'est aussi un peu un témoignage de la lutte entre notre système immunitaire et le virus. Oui, c'est ça. Alors, si on va commencer justement sur la réaction du corps face au Covid, en effet, dans un premier temps, quand il n'est pas connu, il faut qu'il mette en place ses défenses. Donc, on a des défenses immunitaires qui sont innées et d'autres qui vont se mettre en place qui seront plus spécifiques. D'où, en fait, l'intérêt de la vaccination, c'est d'avoir directement des agents, en fait, qui vont neutraliser le virus dès qu'il va rentrer dans le corps. Alors, ça n'empêche pas d'entrer dans le corps. Ça, c'est quelque chose d'important à dire à ce niveau-là. Ça n'empêche pas le virus de rentrer dans l'organisme parce qu'il est tout petit. Il peut passer sous la détection. Il peut se répliquer. Il a quand même les clés. Il a quand même les clés. Donc, il peut se répliquer à bas bruit. L'important, c'est de le neutraliser assez rapidement. Le système immunitaire va donc faire une réponse via ses agents, qui sont les globules blancs. Mais il y a aussi toute une inflammation, dont la fièvre et la fatigue. Donc, même si c'est embêtant dans nos vies actuelles, en fait, toutes ces réactions, il faut voir que c'est là pour préserver l'organisme. C'est-à-dire que le corps, en fait, est soumis à un stress et il faut, en fait, empêcher l'individu d'aller faire un footing, en fait. Répondre à ce stress un peu. Voilà. Donc, si on n'avait pas ces indicateurs, on pourrait très bien continuer à faire nos activités quotidiennes, des activités physiques, sportives, mais malheureusement, on crée un stress en plus du stress que le corps a déjà à subir face au virus. Donc, au niveau de la survie de l'organisme, eh bien, c'est pas forcément une bonne stratégie. Donc, la fatigue est là pour nous protéger malgré tout. D'accord, donc la fatigue n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Alors, vous l'aurez vu, notre expert a pris la parole et a commencé à bien évidemment parler. Petit jingle en retard, mais c'est très bien quand même. Un petit jingle, la parole de l'expert, ça nous met bien. On est plaisant. Donc, la première chose qui a été assez intéressamment donnée par Olivier, c'est que la fatigue qui s'obtient au niveau du Covid n'est pas forcément quelque chose qui va arriver que sur les Covid longs. C'est quelque chose qui peut arriver dès qu'on a un Covid. Et c'est une réaction, on va dire plutôt de défense de l'organisme pour nous permettre de n'aller pas courir un marathon demain et de sentir qu'on est un peu fatigué et éviter de faire n'importe quoi, en fait. C'est ça. Voilà, exactement. Donc là encore, on va dire qu'on n'est pas spécifique au Covid. Hein. Là, on est vraiment sur de la réaction inflammatoire qui est typique, qui est vraiment programmée. De toute attaque virale, en fait. De C'est toute ça, peu attaque importe le virale virus. ou Ok. bactérienne. Enfin, dès qu'on a un organisme étranger qui vient entrer dans le corps et qu'il faut le combattre, on va avoir des réactions inflammatoires qui vont se mettre en place, généralisées. Hein. On parle d'une réaction inflammatoire généralisée dans le cas d'une infection qui est répandue dans l'organisme. Donc la fièvre, et en effet, c'est un témoin que le corps a été colonisé en fait par un objet, par quelque chose d'étranger. Alors, je sais qu'on n'est pas forcément des spécialistes, mais peut-être que des gens qui nous regardent se posent ce genre de questions. Est-ce que vous pourriez très rapidement, un de vous, nous dire par exemple la différence entre ce qu'on appelle un microbe et un virus et une bactérie et un virus, de manière très, très rapide, juste qu'on mette les bons mots sur les bonnes choses? Alors, un virus, en fait, c'est ce qu'on appelle un parasite intracellulaire obligatoire. Alors, le virus, il faut Tu voir savais ça, toi?
Pas tout à fait. Pas exactement. Je crois que tu... Je m'en rappelais plus. Bon, très bien. Alors ça c'est une notion qui est assez importante, même si on ne va pas forcément rentrer dans les dans détails, dans on le est vif du d'accord. sujet. Ouais, Enfin, il faut simplement comprendre qu'un virus, c'est simplement du matériel génétique qui est entouré autour d'une enveloppe. Donc c'est soit de l'ADN, soit de l'ARN, mais il ne possède pas la machinerie pour se reproduire. Donc typiquement, on peut dire que c'est un pirate en fait qui va rentrer dans une imprimerie et qui va prendre en fait en otage tous les employés pour les forcer à se répliquer. Mais tout seul, il ne peut pas le faire. Il n'a pas la machinerie pour le faire. Ah, il sait pas le faire en fait. Il ne sait pas le faire. Il a besoin d'infecter une cellule pour pouvoir se reproduire. Ah, c'est stylé en vrai, un virus. Donc un pirate qui a des clés, Un vrai pirate. mais qui peut pas tout seul tellement s'en Un pirate servir. un peu con en fait, c'est ça? Voilà, Je crois que les virus, du coup, c'est des pirates un petit peu cons. Hop. Alors, on a une première question qui est arrivée. Ok pour la différence, mais qu'est-ce que ça change pour les risques contagieux? Je pense qu'on parle, c'est une question de Luc, un habitué. Qu'est-ce que ça change du coup entre un virus ou une bactérie au niveau contagieux? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Oui, alors là-dessus, en particulier pour le cas du Covid, les réactions sont vraiment différentes en fait, par rapport entre les individus. Alors le fait que ce soit entre une bactérie et un virus, c'est pas forcément le critère principal. En fait, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la charge virale. Alors il y a une période, je sais pas, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, mais ils avaient parlé des super propagateurs. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est des gens qui pouvaient transmettre à plein de monde le Voilà. virus. Donc ce sont des gens qui étaient asymptomatiques, mais qui avaient une charge virale extrêmement élevée et qui pourtant vivaient leur vie. Voilà. Donc c'est plutôt ça en fait, ce qui fait qu'un individu en fait va être contagieux. Donc le fait que ce soit une bactérie ou un virus en fait, finalement ce sont des organismes qui sont différents, mais l'important c'est à quel point ils peuvent justement se transmettre entre les individus. Et là, plus évidemment on a d'agents contagieux, plus ça va se transmettre. D'accord, ok, très bien, très intéressant, très intéressant. Alors, c'est des sujets forcément, on est très honnête, qu'on maîtrise un petit peu moins. Olivier ici, lui, a beaucoup cherché sur le sujet justement, il va être clairement plus expert que nous. Donc n'hésitez pas aussi, si vous dans le chat, vous avez des idées ou des choses à dire, à corriger, peut-être qu'on va dire des bêtises, il n'y a aucun souci avec ça, on est complètement ouvert à discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Peut-être que vous serez un petit peu plus expert. Je sais que Dave2Z qui nous regarde, lui clairement est un petit peu chaud, tout ce qui est virus et tout ce qui est tout ça. Donc n'hésite pas Benjamin à nous dire. Alors, du coup, on a abordé un peu le Covid et la fatigue. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un peu, parce que c'est un peu le sujet du jour, le Covid long, justement. Quelle est la différence entre des fatigues chroniques qui restent post-Covid? À partir de quand on parle d'un Covid long? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, il faut voir que l'histoire normale, en fait, de la plupart des 90% des gens, 90%, c'est qu'on doit avoir des symptômes sur 3-4 semaines à peu près. Il y a environ 10% des gens qui vont développer ce qu'on appelle un Covid long. Alors, c'est-à-dire une prolongation des symptômes au-delà de 12 semaines. Donc, le délai, vous allez voir que si vous faites des recherches, ils ne sont pas forcément tous d'accord en fonction des pays. Il y en a qui vont dire 4 mois, d'autres qui vont dire 3 mois. Ce qui est le plus souvent retrouvé, c'est 12 semaines. Alors, les symptômes du Covid, on peut en répertorier une soixantaine, dont les plus connus, c'est la fatigue et la dyspnée. On abordera un petit peu après. Voilà, c'est ça. La perte du goût, de l'odorat. Après, il y a aussi la perte des cheveux. Enfin, on peut en avoir 60. Pour l'instant, à ce qu'on sait. Si ça dure au-delà de 12 semaines, on peut considérer que c'est un Covid long. Alors, justement, on va faire un petit aparté là-dessus. Puisqu'on doit rebrancher là-dessus au niveau de la charge virale. On peut se demander, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que si on a un Covid long, est-ce qu'on est encore contagieux ? Eh bien, en fait, les études ont montré que les gens qui ont eu des symptômes de Covid, en fait, à peu près environ un mois après, en fait, ils n'avaient plus de charge virale, en tout cas, qui était suffisante pour être contagieux. Donc, c'est-à-dire que les Covid longs, si on doit rebondir là-dessus, en théorie, pas besoin de s'isoler. D'accord. Donc, même des symptômes qui peuvent perdurer, en fait, ne montrent pas forcément qu'on reste contagieux vis-à-vis des autres personnes, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est en effet, c'est un peu un mystère du Covid. Donc on en apprend encore. Hein. C'est un mystère pour le monde scientifique de savoir pourquoi on peut avoir une charge virale extrêmement élevée et ne pas ressentir les symptômes. Et tout comme on peut avoir justement des symptômes comme ça qui se prolongent sans pour autant avoir un virus en fait qui est encore actif. Alors juste un petit point aussi là-dessus. Vas-y. On peut en faire un petit point. Si jamais on fait un test, quand on a été contaminé par le Covid et qu'on fait un test, par exemple 1 mois et demi après, 2 mois après, même si on n'a plus de symptômes, on peut quand même être positif. Parce que
dans La charge virale est là, en fait, c'est ça? Alors, elle a diminué, mais il faut voir que les tests PCR sont très sensibles. Donc, ce qu'il va détecter, c'est qu'il y a quand même du matériel viral qui est quand même présent dans l'organisme. Il ne sera pas complètement éliminé. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, il le sera, mais il reste quand même du matériel viral, des morceaux, des séquences de protéines, des séquences D'accord, ok, je comprends. d'ADN, un peu de présence du viral qui sont quand même présents dans l'organisme. Benoît, il y a quelques questions qui ont été posées. Est-ce que Ouais. tu peux nous en poser une, s'il te plaît? Il y en a une, notamment, peut-on mesurer facilement la charge virale plutôt que la contamination? Alors, c'est-à-dire Qu'est-ce qui a posé la question? C'est GD Afdesad. DF2Z. GFDZ. Est-ce que tu peux préciser un peu dans le Ouais. chat ce que tu veux dire par là? Et je crois qu'il y en a une autre. Donc on va Et il y en a aborder une l'autre en autre, attendant. c'est l'intensité des symptômes sont les mêmes pendant 12 semaines ou plus. Alors, est-ce que les symptômes diminuent? C'est ça? Est-ce que l'intensité des symptômes reste aussi forte pendant 12 semaines ou est-ce que ça peut continuer d'être aussi fort pendant... Ouais, alors normalement, les symptômes sont amenés à descendre. Alors juste aussi pour faire le lien avec la précédente question, en général, en théorie, encore sur la théorie, plus la charge virale est importante, plus l'individu est contagieux. Maintenant, ce qui aiderait bien le monde scientifique et tout le monde, c'est d'avoir vraiment un joli graphique qui vous dit, voilà... Vraie relation entre les deux, ce qui n'est pas forcément le cas. À partir de temps, vous êtes contagieux. Voilà, c'est ça. Alors il faut voir aussi que dans tout ce qui est la contagiosité, en fait, il y a aussi la situation dans laquelle on se trouve. L'individu est contagieux, certes, mais il est quand même moins contagieux en plein air quand. Oui, Ça dépend aussi de l'environnement. quel type d'interaction on est. Alors ensuite, au niveau des symptômes, oui, normalement, c'est amené à descendre. La plupart des gens quand même récupèrent quand même ils ont une décroissance de leurs symptômes. Juste avant la question, pour diagnostiquer un Covid long, il suffit d'avoir un symptôme qui perdure plus de... Bon alors c'est pas très clair, 3 mois, 4 mois, mais en tout cas il suffit d'un seul symptôme. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et là on peut être diagnostiqué comme un Covid long. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ça c'est des choses qui sont probablement amenées à se préciser un peu avec la sortie des études et l'énorme recherche qui est en cours encore sur le Covid, j'imagine. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a même, si vous voulez voir, il y a certainement 2 termes qui cohabitent. Il y a le terme de Covid long et ce qu'on appelle le post-Covid. Alors, c'est vrai qu'on entend parler des deux. Donc on trouve les deux. Alors, personnellement, si je devais trancher, vu ce que j'ai dit, je prendrais position et je passerais plutôt sur un post-Covid. Parce que le terme de Covid long, en fait, ça sous-entend que même après 12 semaines, en fait, les gens ont encore un Covid actif dans le corps. Je vois ce que tu veux dire. Alors que c'est pas forcément le cas. Alors voilà, alors que c'est pas forcément le cas. Alors le post-Covid, oui, c'est-à-dire que le virus, en théorie, dans ce qu'on a vu, dans ce que les études montrent, le virus a été neutralisé. Maintenant, le mystère, c'est à savoir pourquoi est-ce que les symptômes perdurent. Donc, on n'a plus de virus, mais on a encore des symptômes. Voilà, on a encore des symptômes. Alors dans ce cas, quand on arrive à ce scénario-là, en fait, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y a souvent deux histoires, deux types de patients qui se détachent. Il y a ceux qui ont un syndrome inflammatoire qui est encore en cours, qui est non résolu, même après neutralisation du virus. Et il y a ceux qui vont avoir des séquelles du Covid. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle des tissus cicatriciels, les tissus fibrotiques. Qui ont été abîmés à un moment. Voilà, parce que lorsque le virus en fait infecte une virus, il détourne la machinerie, il se réplique, mais en même temps, comme il détourne la cellule, il l'entame forcément, donc il détruit forcément quand même à la fois la cellule, et il faut voir aussi que le pirate, quand il rentre, il abîme un peu le bateau. Voilà, alors il y a ça, et il faut voir aussi que voilà, donc lui, il peut faire ça. L'autre chose à voir aussi, c'est que le système inflammatoire, il fait pas de cadeau non plus. Oui, tout à fait. Quand une cellule est infectée, quand ça nettoie énervé. Il peut envoyer un missile sur la cellule quand il voit qu'elle commence à faire n'importe quoi. Je te laisse prendre la parole pour poser la question, du coup. Donc la question un peu plus précise, c'est si on sait qu'on est contaminé, est-ce qu'il existe des tests pour mesurer cette charge virale et donc savoir si on est contagieux? Ah bah ça, ce sont des tests de laboratoire, ça. Ce sont les tests de laboratoire. C'est par exemple le test antigénique ou le test le PCR, c'est ce qu'il mesure, il mesure la charge virale. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il mesure. Comme on n'a pas encore de lien entre la charge virale et le fait qu'on soit contaminant. Ouais, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça. C'est que oui, ce sont des infos qui sont intéressantes certainement pour les scientifiques, mais en fait pour nous. Pour le public, c'est un petit peu moins pertinent, mais je pense qu'ils vont certainement se tourner à avoir des choses un peu plus précises pour savoir, pour mettre en relation justement cette corrélation entre la charge virale et la contagion. On va avancer un petit peu, et du coup on va parler donc des 2 symptômes que nous on va s'intéresser ce soir. C'est la fatigue et la dyspnée. Alors la dyspnée, juste, c'est le fait d'être essoufflé à l'effort ou pas à l'effort d'ailleurs, justement. Du coup, on va s'intéresser à ces 2 symptômes-là. C'est des symptômes qui restent, qui sont souvent là chez les gens qu'on appelle Covid long, c'est ça? Est-ce qu'ils ont une proportion un peu plus importante que d'autres symptômes?
que ça a été la fatigue, c'est le syndrome numéro, enfin c'est le symptôme numéro 1 du Covid long. En fait, c'est celui qui est le plus mentionné. Après, bon, il y en a tas d'autres, hein, dont j'ai vu, je ne m'y attendais pas, mais il y a la perte des cheveux, par exemple, qui est aussi mentionnée, la perte du coude, la perte de l'odorat. Des symptômes sympas, on peut le dire. Ouais, voilà, ça c'est des choses qui font très plaisir. Donc, en effet, l'essoufflement et la fatigue, ça fait partie des symptômes, en tout cas, ça fait partie du top 10. Qui reste plus présent. Qui reste les plus présents. Et donc, ça fait partie des symptômes, clairement, sur lesquels nous, on peut avoir un impact et sur lesquels vous, les jabbers, si jamais vous avez été atteint de Covid et que vous avez encore ce type de symptômes présents, vous pouvez peut-être faire des choses, c'est ça ? Voilà, c'est Est-ce ça. que tu peux nous en parler rapidement ? Bien sûr. Alors, c'est-à-dire que là, il faut revenir un petit peu sur ce qu'on a dit il y a 5 minutes. En fait, là-dessus, il y a quand même 2 profils de personnes qui vont arriver. Il y a ceux qui ont ces symptômes-là, mais qui sont encore inflammatoires. Et dans ce cas-là, au niveau kiné, ça peut poser un problème. Parce que c'est-à-dire que le corps est encore sous stress. Oui. Il se défend encore, en fait. Voilà, il est encore en train de se défendre. Donc là, en effet, c'est des scénarios qui vont être un petit peu plus compliqués. Mais en tout cas, dans tous les cas, peu importe, la prise en charge des post-Covid et Covid long, c'est forcément multidisciplinaire. Les kinés, nous sommes d'accord. Voilà. Nous sommes d'accord. Même si on a une partie de la clé, on a une partie de la réponse, les médecins sont vraiment, c'est un maillon essentiel. En particulier la surveillance du malade, c'est quelque chose on ne peut pas faire sans. Après, il y a ceux qui seront vraiment plutôt type séquelaires. Cette surveillance-là, nous en cabinet, on ne peut pas l'avoir. Il faut forcément qu'en amont, il y a eu forcément des examens qui nous donnent le feu vert pour un pur entraînement d'effort. D'accord. Donc là, on parle bien donc de réentraînement à l'effort comme une solution en fait à la fatigue chronique. Enfin chronique d'ailleurs, c'est pas forcément chronique, mais à la fatigue post-Covid et à la dyspnée, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Ça a commencé à... Alors, tu voulais prendre la parole peut-être là-dessus ? J'ai juste une question parce que j'avais vu qu'il y avait aussi des symptômes neurologiques. Est-ce que, par exemple, fait partie des symptômes de Covid long ? Est-ce que, pareil, il y a des réentraînements à l'effort qui pourraient être faits ou des choses comme ça ? Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, parce que le Covid, en fait, il a des clés principalement au niveau des poumons, en particulier au niveau des pneumocytes 2. Ce sont des cellules qui font le surfactant. Donc ça, c'est des cellules qui l'adorent. Il a une très forte affinité avec ces cellules-là. Des cellules de poumon, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Okay. Poumon. Donc c'est vraiment dans l'alvéole. Par contre, il y a d'autres cellules aussi apparemment, il a des affinités avec d'autres cellules. Il peut en effet rentrer dans certaines parties du système nerveux. En tout cas, c'est ce qui a été vu. Bon. Si on cherche un peu, on peut même, tu nous en avais parlé un peu avant l'émission, les zones qui peuvent être touchées sont immenses au niveau du corps, à l'intérieur du corps, même par différentes souches, ça va atteindre différents endroits. Donc ça, c'est assez complexe, on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Mais les différentes souches aussi peuvent atteindre beaucoup d'endroits différents et de vous proposer beaucoup de séquelles à différents endroits différents et différents systèmes en fait aussi. C'est ça. Ok. Alors, on va aller un petit peu vite parce qu'on est un petit peu en retard sur notre programme. Très rapidement, le réentraînement à l'effort, en quoi ça consiste et comment on peut le mettre en place, comment on peut proposer ça à nos patients et comment les patients peuvent peut-être, de manière indépendante, être autonomes vis-à-à-vis d'un entraînement à l'effort. Bien, alors en effet, là-dessus, on a tous eu, je pense qu'on a tous eu des guides de réentraînement à l'effort qui sont très généraux. Alors là, je vais utiliser ma carte de coach sportif parce que c'est là que ça va être intéressant. Ce qu'il faut regarder, il faut surtout se rappeler c'est qu'un entraînement, que ce soit musculaire ou cardiovasculaire, c'est un stress qu'on impose à l'organisme pour qu'il puisse se renforcer et qu'il augmente ses ressources. Alors le critère pour le réentraînement à l'effort, c'est lorsque vous imposez un stress, donc on parle d'aspect plutôt cardiovasculaire, donc on parle de la marche rapide, du vélo, de la course. Il faut que ce stress vous amène à vous améliorer. Donc c'est-à-dire, si jamais vous faites un effort et que dans les 2-3 jours d'après, vous avez une diminution notable de vos capacités, c'est que la charge, l'intensité du stress a été trop importante. Alors là, on revient à des trucs qui sont souvent très présents en kiné, même dans d'autres domaines que la cardio-respi, c'est la quantification du stress qu'on va imposer sur le corps. Voilà, c'est ça. Okay. Ce qui nous importe vraiment là-dedans, c'est vraiment la charge optimale. Pour les patients qui sont, encore une fois, qui sont éligibles à ce réentraînement. Les patients qui sont encore fiévreux, c'est une contre-indication. D'accord. Les patients qui sont encore inflammatoires, c'est une contre-indication. Ok, d'accord. Donc il y a, encore une fois, comme tu disais, des feux verts nécessaires, voilà. Nous, qui arrivent probablement du corps médical, pour après permettre de lancer sur du réentraînement. Voilà. Et le réentraînement consiste... Alors, peut-être Thibaut, tu voulais dire quelque chose ? Pour rebondir, ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où tu appliques une séance à un patient,
Si après la séance, il y a des symptômes de fatigue qui durent plus de 3 jours, Ouais, c'est ça. c'est que c'était trop. C'est que c'est- Mais par contre, si c'est juste par exemple de la fatigue un peu le lendemain et que dès la fin du lendemain, il va déjà aussi bien, voire mieux, c'est qu'on était bon et qu'on peut continuer. Voilà. En gros, on peut tolérer une fenêtre physiologique de 48 heures. Si vraiment on a une fatigue qui persiste à la suite d'une séance, c'est que ça a été trop fort. Alors l'autre chose auquel il faut se rappeler, c'est que quand on a un Covid, vraiment quelque chose qui nous étale, non seulement, alors il faut garder ça en tête, non seulement non seulement vous avez les virus qui sont rentrés dans l'organisme, voilà, des virus, donc on a ceux qui ont des sales têtes, qui en plus vont réduire vos capacités. Et l'autre chose, c'est qu'on est alité. Et l'autre chose, et ça cette partie-là, les gens oublient souvent, c'est que lorsqu'on est alité, en parallèle de la maladie, on a un désentraînement en fait qui se fait. Et au bout d'une semaine, on peut facilement perdre 10 à 20% de ses capacités. Covid ou pas Covid, dans tous les cas. Covid ou pas Covid, quand moi on je est m'allonge alité, pendant une semaine, quand je sors d'une Tu perds. je perds un peu. Quoi. ouais, Et pourtant, je me serais pas fait attaquer par des pirates. Ouais. Je crois pas. Alors d'ailleurs, on va en profiter pour les internautes, pour vous donner juste quelques repères. Comme ça, vous saurez à peu près dans quelle fenêtre vous vous trouvez. Pour conserver la force, par exemple, on fait un entraînement en force. Vous avez une idée combien de temps vous pouvez vous permettre de ne pas entraîner votre force avant de la perdre? C'est une bonne question, ça. C'est-à-dire, si on ne l'entraîne pas, au bout de combien de temps on la perd? Combien de temps est-ce que ça se conserve? Je sais pas, tu veux faire du bibi. Voilà. Tu vas lui pousser sur le Voilà. bibi un peu là. Tu arrêtes de t'entraîner. Combien de temps tu peux te permettre Dans le de chat, ne on pas nous dit t'entraîner? une semaine. Une semaine pour Ouais. la force. D'autres. Je D'autres dirais un réponses, peu peut-être moins que ça, tu peux déjà décroître. Après, tu peux facilement mettre un peu de rappel de force, Ouais. mais si tu ne fais rien, que tu es alité, je pense que tu perds assez vite. Thibaut, t'es en train d'enfiler ta casquette de Ouais. coach Futur coach sportif. Bien. Alors. Non, il l'est. Ouais. Alors. Une semaine. c'est 3 quand- semaines, on a dans le chat. Alors oui, les deux sont des bonnes réponses. Alors quand Ça, c'est trop facile ça. voilà. Alors c'est qui? C'était. Ouais, bon, c'est Dav bien. 2 Ouais. et Elsa, C'est ça. Alors, Ouais. une semaine, oui, en une semaine, on a une chute de la force c'est ça, on parle dans un scénario d'alitement complet. Ah ok, d'accord. Alitement complet, en bout d'une semaine, tout plonge. Vraiment plonge. 3 semaines, c'est lorsque vous continuez vos activités, la force commence à décroître au bout de 3 semaines. Ok, si on arrête des activités physiques, mais par contre on Physique. continue à vivre normal dans la vie Voilà. quotidienne quoi. Voilà. 3 semaines. Vous pouvez conserver ça 3 semaines. Donc là, je peux arrêter le sport pendant 3 semaines, je suis chill encore, c'est ça? Ouais, c'est bon, t'as de la marge. Ok. Tu vas rester saillant. C'est bien, parfait. Alors par contre, Conscience maintenant, la mauvaise vendredi. nouvelle, c'est le cardio. Ah, ça c'est niveau cardio. Cardio. Les capacités cardio, elles commencent à décroître. Alors, ce qu'on appelle, juste pour se mettre au point, ce qu'on appelle les capacités cardiaques, la forme cardiovasculaire, c'est votre capacité d'effort, c'est-à-dire à quelle vitesse vous faites vos 10 km, vos 5 km. Voilà, est-ce que vous avez une idée combien de temps vous pouvez vous permettre de Benoît, t'as de une faire idée de ça? Franchement, j'ai aucune idée. Moi, je vois que une semaine déjà. Après, c'est pas- Ouais. Souvent, il y a le week-end qui passe par là. mais- Ce qui n'aide pas peut-être, c'est ça? Il y a des facteurs influençant pas forcément positifs Autre, pour le sport. extérieur. Je sais pas, vas-y, dis-nous la réponse. Alors, le cardio est beaucoup plus punitif. Là, on est sur une dizaine de jours. ok. On a 10 jours de semaine et on est à peu près une chute de 10%. Ah ouais, c'est rapide aussi ça. Donc vous faites le calcul, si vous êtes en arrêt, voire alité 3 semaines, votre forme cardiovasculaire va plonger littéralement. Donc quand les gens se trouvent fatigués, il faut voir qu'ils se sentent fatigués par rapport à leur activité antérieure. Mais si ça se trouve, ils ont un niveau de base, forme ouais. qui est au-dessus de quelqu'un de sédentaire. Oui, Mais oui, souvent, la perception de la fatigue, ça se fait, j'ai été malade, ok, je faisais ça avant, je peux plus le faire. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Mais ça, c'est dans beaucoup de pathologies même. Voilà, c'est Il y a- ça. il y a Mais bon, vraiment- voilà, La différence de perception entre ce que je pense être capable de faire et ce Ouais. que je suis vraiment capable de faire. Quoi. c'est ça. Oui. C'est ce qui souvent d'ailleurs provoque des patients qui sont pas forcément à l'aise dans leur pathologie, peu importe laquelle c'est. On va avancer un petit peu. Benoît, je vais te donner la parole très rapidement. On n'a pas forcément beaucoup de temps là-dessus. On voulait juste vous rappeler et vous faire un tout petit résumé très rapide de ce qu'on sait maintenant à l'arrivée de l'hiver et à l'arrivée du coup de peut-être une vaguelette. J'ai entendu ce mot aujourd'hui en traînant sur les réseaux sociaux. La Vous avez entendu vaguelette. parler La vaguelette qui arriverait pour l'hiver. Donc, est-ce que tu peux nous dire donc, très rapidement où est-ce qu'on en est au niveau des recommandations? Voilà, ça va apparaître à votre écran. Vous Benoît allez va avoir prendre la parole une là-dessus.
Donc voilà, vous avez une diapo qui doit s'afficher. Donc très rapidement, les recommandations qui sortent, donc on va parler juste de vaccination en termes de petites minutes de sensibilisation, on va dire. Donc pour la vaccination, aujourd'hui il y a une grosse étude qui est sortie et on sait que en France par exemple, pour les 3 vaccins principaux, AstraZeneca, Pfizer et Moderna, on va avoir 90%, donc c'est pour les personnes de plus de 50 ans, on va avoir 90% de diminution de risque d'hospitalisation et de décès. Donc c'est quand même vraiment très important. Et donc ça c'est une étude française, enfin en tout cas faite sur des sujets en France. Donc pour les personnes de plus de 50 Sur ans. beaucoup de nombres. C'est ça, c'est 7 Il y a millions 15 contre 7 millions de millions. personnes, 15 millions de personnes, 15 7 personnes. millions de non Ça fait vaccinés, une grosse 7 millions de cohorte. vaccinés. Ça fait une très grosse cohorte. C'est Alors, énorme. on n'est pas là pour parler. Mm. On veut pas enfin si, on veut défendre le vaccin clairement, Ouais. mais on n'est pas là pour débattre de ça ici. On pourrait débattre de ça sur une autre émission, ça pourrait être intéressant. Mais dans tous les cas, ça a l'air de montrer une efficacité quand même importante. En tout cas, pour limiter les risques de hospitalisation et de décès, ça, pour les personnes de plus de 50 ans, ça limite vraiment de manière Presque très 10 fois moins, importante. non, c'est ça 90% par rapport aux non vaccinés. Donc, Fais le calcul. 9 Neuf mois. calcul. Ouais. Divisé par 100, c'est bon, je suis tranquille. Oh, Ok, ça c'est le premier point intéressant, donc au vis-à-vis Voilà. de la vaccination. Vaccination. Pour tout ce qui est. Donc, la vaccination, par contre, n'empêche pas de pouvoir transmettre le virus. Ça le réduit un peu, mais ça n'empêche pas. Et donc, là, c'est là où il y a les gestes barrières. Ce qu'on sait aujourd'hui sur les gestes barrières, c'est que les masques, par exemple, peuvent réduire en moyenne autour de 80% les risques de transmission en fonction des masques. Donc, ça va entre 97 et 65% à peu près. D'accord. Et après, il y a la distanciation sociale. Pareil, 1 mètre de distance réduit jusqu'à 85% de réduction de chances de transmission. Là, c'est sur la transmission du virus. Et donc, voilà, les deux ensemble aident. Donc, c'est ce dont on va parler juste après. C'est que ces choses ensemble permettent de réduire les risques de transmission et donc de réduire les chances de pouvoir transmettre ça à d'autres personnes. D'accord. Du coup, juste pour faire un petit point là-dessus, ce qui est assez intéressant de le dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, on entend beaucoup de nos patients le dire, et je pense que peut-être vous le pensez aussi, c'est que l'hiver, on devient plus fragile et que c'est pour ça qu'on est plus malade. En fait, c'est pas parce qu'on est plus fragile. Le terme d'ailleurs d'attraper froid n'existe pas, on n'est pas plus fragile quand on a froid. C'est juste le fait que pendant l'hiver, en général, on est plus réunis dans les mêmes endroits pour avoir chaud. En général, on va peut-être moins prendre le vélo, plus prendre les transports. On va peut-être se réunir plus dans les restaurants à l'intérieur. Et c'est pour ça que même sur des pathologies qui n'ont rien à voir avec le Covid, comme la grippe, les rhumes, etc., on est un peu moins protégé l'hiver parce qu'en fait, on se retrouve dans des situations plus à risque et que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il fasse froid ou qu'on soit plus faible l'hiver. Ça, c'est quelque chose qui est... Il y a quand même des répercussions directes du froid, c'est pas le sujet, mais du coup tu vas un peu plus irriter tes voies aériennes supérieures, donc tu peux te déclencher un peu plus par exemple l'angine, de choses comme ça. Tu as également du coup certaines formes virales qui vont mieux réussir à se développer à basse température, comme la grippe saisonnière. Donc il n'y a pas que le fait de se réunir, c'est en grande partie ça, mais pour d'autres choses, l'hiver a aussi d'autres répercussions, et le froid a quand même quelques répercussions. Ok, donc tu penses que, enfin, je suis clairement pas expert sur le sujet, que quand on a Ce froid, n'est pas que les terrasses sont fermées, et du coup on va dans les bars à l'intérieur. Il n'y a pas que ça. il y a une diminution un peu de notre protection. Et en fait, je crois qu'on a effectivement moins de capacité de. Enfin, on va être plus vite encombré, des choses comme ça, parce que du coup, une réaction au froid au niveau de la gorge ou quoi que ce soit. Mais c'est clairement pas. On dit attraper froid, mais c'est clairement pas l'élément principal. C'est pas juste le froid qui nous donne le virus. C'est le fait que on se retrouve plus ensemble, plus on a effectivement un peu moins de capacité au niveau ciliaire ou autre. Je sais pas si tu as un petit mot à dire là-dessus. Oui, alors c'est vrai que au niveau de la grippe, quand on parle de la grippe saisonnière, ça c'est pas encore aussi tout à fait résolu de savoir pourquoi est-ce qu'un virus comme ça disparaît et réapparaît. Donc en effet, c'est vrai qu'il y a des terrains comme ça où il y a des conditions qui sont plus favorables. Donc du coup, ils sont plus présents. Ils sont à la fois plus présents dans notre environnement et à la fois on est aussi plus proche. Donc en effet, quand on combine les deux, on a plus de chances de se retrouver en fait malade. Tu peux essayer de te promener tout nu, les cheveux mouillés, en plein hiver, même si tu es tout seul. Je serais pas malade, frère. Peut-être. Moi, je te le dis, Jamais malade pieux. je ne serais absolument pas malade. Ça m'est Tout déjà nu, les cheveux arrivé. mouillés. Ça m'est déjà arrivé. Mais toi, tu es très particulier. Très résistant. Ah, juste un homme. C'est ça, je suis pas vraiment juste un homme. Ça m'est déjà arrivé de faire du ski nu et tout s'est bien passé. Peut-être que l'alcool te protégeait. Ouais, peut-être. Peut-être il y a d'autres trucs qui me protégeaient. Du coup, on va en profiter aussi pour détruire un mythe aussi. Le coup de froid, ça n'existe pas, justement, pour que les internautes le Oui, sachent. c'est ça. Ce qu'on en Voilà, parle. le coup de froid, ça n'existe pas. C'est juste que le développement des micro-organismes qui peuvent nous infecter sont souvent concomitants au froid. Mais ça sous-entend qu'il y ait une présence bactérienne ou virale qui soit là. Mais- D'accord, ok. Oui, c'est pas juste le froid qui nous donne mal. Non, le froid peut causer une hypothermie. Mais s'il n'y a pas un pirate,
dans le coin. Hein, on est Ok. d'accord. S'il n'y a pas de D'accord. pirate dans le coin, il n'y a pas de raison. à ce Pas de qu'on problème se que le bateau s'abîme, Voilà, quoi. on est d'accord. Après, il y a le Titanic, hein, mec. Hein. Ah, mais ça, Il y a pas de pirate, hein. erreur de machinerie. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. hein. Ok, Benoît, tu voulais aborder un dernier petit point, donc assez important, et on va aller assez vite là-dessus, ce qu'on Donc, appelle la théorie ouais. de l'emmental, Exactement. avec des trous. Avec les petits trous. Donc c'est tout ce qui est geste barrière et donc vous allez avoir une diapo qui va s'afficher. C'est l'idée de se dire que voilà, chaque petit geste qu'on peut ajouter va permettre de réduire un petit peu à sa façon chaque geste la transmission des virus. Et donc là on parle pas que du Covid, on parle évidemment aussi de la grippe, etc. Et donc au fur et à mesure, si tout est appliqué de manière plutôt correcte, on va avoir une vraie diminution de la transmission. Ce qui est valable encore une fois pour tous les virus. Et on peut voir, je ne sais pas si vous voyez sur la diapo, il y a une petite souris qui vient grignoter le fromage et l'emmental, qui est appelée la souris de la désinformation et qui vient rajouter les petits trous pour essayer d'augmenter, qui pourrait avoir comme conséquence d'augmenter la transmission du virus. d'ailleurs. Exactement. Faites attention à ce que vous entendez. Et surtout, faites, même de notre part, hein, ça peut être des informations aussi à vérifier. Et du coup, même là, j'avais un exemple très clair de monsieur Antoine Fizeau in Paris. Suivez-le sur Instagram, il fait des vidéos d'exercices absolument incroyables, de manière très régulière maintenant, qui nous disait que ça faisait 1 an qu'il n'avait pas attrapé de rhume, et que là, il avait un rhume pour la première fois depuis 1 an et que ça lui était jamais arrivé. Comme quoi, les gestes barrières qui ont été mis en place grâce entre guillemets au Covid, alors ou à cause, je sais pas là pour juger, ont été efficaces aussi sur plein d'autres choses et plein d'autres trucs très intéressants. On va avancer. Encore une fois, il est assez tard. Donc Thibaut, peut-être tu peux conclure comme d'habitude cette émission et nous donner des petits dog jabs, petite transition doggy jab s'il vous plaît Maëva en régie, et nous dire un peu qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retienne plutôt du coup sur le réentraînement et à quoi ça sert. Eh bien, je vais faire ça avec grand plaisir. Effectivement, le sujet de l'émission, c'était le réentraînement à l'effort pour les syndromes post-Covid. Déjà, pourquoi faire un réentraînement à l'effort ? L'idée, ça va être d'améliorer un petit peu, d'une manière générale, votre qualité de vie. On va essayer également de diminuer les conséquences dont on a parlé longuement, donc la dyspnée, la fatigue. L'idée du réentraînement, c'est donc également de minimiser finalement pas forcément les récidives de Covid, mais en tout cas les séquelles, donc les choses que vous pourriez garder. Et de prévenir justement des complications qui pourraient... Ouais, des complications, tout à fait. Donc en réentraînant, en fait, on agit un peu en amont et on essaie de prévenir les complications. Et alors comment on fait ? Exactement, comment on fait ? Donc Olivier l'a très bien dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment d'appliquer des stress, mais d'une manière progressive. On n'y va pas comme un bourrin dès le début. Il faut que le travail soit fait régulièrement, parce qu'on perd tous les bénéfices assez vite. Donc si on le fait une fois et qu'on s'arrête, c'est pas réellement un réentraînement efficace. Donc progressif, régulier. L'idée c'est d'essayer de travailler le cardio, d'essayer de travailler la respiration, et on n'en a pas assez parlé, mais d'essayer aussi de travailler un petit peu l'ampliation, donc le volume, le métabolisme et les muscles. Ok, alors juste travail cardio, ça sous-entend souvent des activités qu'on peut faire assez facilement, même Aérobie, on parle. Exactement, donc en intérieur, donc ça peut très bien se faire sur des vélos, ça peut très bien se faire sur des assobalques, pour ceux qui regardent du crossfit, n'est-ce pas ? Ça peut se faire sur des rameurs. Ça peut être en marchant aussi, avec des protocoles de marche. C'est ce que j'allais arriver, en marchant, en courant. Il y a plein de manières d'aller faire du travail cardio, je pense que tu es d'accord avec ça ? Alors oui, juste sur le dernier point, la marche, quand on parle de travail cardio, il faut que ça crée un stress cardiovasculaire. Donc je pense qu'on est tous kinés. Quand on demande aux gens ce qu'ils font comme activité physique, ils nous disent on fait de la marche. Sauf que pour l'espèce humaine, la marche c'est normal, très économique en fait. C'est vraiment, on est les champions de la marche. Donc il faut qu'il y ait de la marche en pente, on veut bien. Il faut que ça crée un stress cardiovasculaire. Mais alors du coup, ça dépend de l'état de base de la personne. Si elle a été alitée, si elle a... Voilà, exactement. Là, dans ce cas-là, la marche devient une activité cardio. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui fait beaucoup de sport ou qui a l'habitude, la marche en elle-même, elle n'est pas suffisante. C'est un peu c'est ça. Donc c'est sûr qu'en fonction de la variété des symptômes et de la variété des profils, c'est difficile en fait d'avoir une étiquette pour tout le monde. En tout cas, pour revenir à ce que tu as dit, en effet, il faut que le stress soit progressif, et si on doit tenir un tableau général, pour réentraîner la forme cardiovasculaire, il faut que le stimulus soit 2 à 3 fois par semaine. D'accord, c'est intéressant. Donc comme ça vous donne ce qui nous intéresse, c'est le bilan au bout de la semaine, ce qu'on appelle le volume d'entraînement. Ça c'est aussi valable pour tout ce qui est musculaire. Quel est le volume d'entraînement que vous avez donné à votre muscle à la fin de la semaine. On compte pas sur une séance, on compte sur des périodes un petit peu plus longues en fait, c'est ça ? Voilà, donc ça veut dire par exemple si vous avez un mauvais jour, vous avez un jour de fatigue le lundi, c'est pas grave.
on fait une demi-séance le lundi, on reprend le mardi, et à la fin de votre semaine, vous regardez le nombre de minutes en fait que vous avez passé en fait en étant essoufflé. Et c'est ça en fait qui importe. Ok, C'est d'accord. le très volume intéressant. d'entraînement hebdomadaire. Ok. Très bien dit, effectivement. D'accord. Bah, écoutez, comme ça vous donne vous aussi des petites solutions. Si jamais vous êtes en train de subir peut-être des séquelles d'un Covid long, qui sont de la dyspnée ou de la fatigue prolongée, le réentraînement à l'effort peut vous aider. Alors, moi, je vous recommande bien évidemment d'aller vous faire suivre médicalement et d'essayer d'être accompagné. Peut-être que ça sera plus simple. Mais en tout cas, déjà, si vous arrivez à vous essouffler un peu régulièrement dans des temps contrôlés, c'est quelque chose qui pourrait vous aider. C'est Voilà, impossible. alors c'est vrai, il y a un point intéressant. En effet, il faut suivre parce que si on doit donner une autre caractéristique qui va être essentielle au niveau de ce réentraînement, c'est qu'il y a un moment où on arrive toujours à une intersection, à savoir est-ce que je vais allonger mon temps ou est-ce que je vais augmenter l'intensité. Eh bien, en fait, les études montrent que si on veut augmenter la forme cardiovasculaire, il faut aller vers l'intensité. D'accord. Donc là, par contre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous suive. Parce que là, c'est-à-dire qu'on rentre sur un terrain inconnu. Autant à la durée, votre intensité, vous la maîtrisez. Au lieu de faire une sortie de 20 minutes, vous dites, bon, je fais 25 ou 30 minutes. Votre intensité, ça Elle va. sera ouais. Quand vous allez passer, elle est constante, vous la maîtrisez. Par contre, dès qu'on va passer sur des niveaux d'intensité supérieurs, là, vous créez un stress supérieur. Pas sur la durée, mais en tout cas sur l'intensité que vous demandez à votre système. Et là, des fois, on peut avoir des surprises. D'accord. Ok. Tu voulais dire quelque chose, Benoît, rapidement Rapidement, j'avais juste une il est tard. question, parce qu'on me disait que par exemple il fallait plus avoir de fièvre pour pouvoir refaire ce type d'entraînement. Est-ce qu'il y a un risque en faisant de la fièvre? Par exemple, j'ai un rhume, je suis un peu fiévreux, je vais courir, est-ce qu'il y a un risque de Ah oui, alors on reprend ce qu'on a vu au début. Le stress physique, il doit amener à ce que le corps se renforce plus tard. Donc si vous êtes déjà dans un état fiévreux, il y a de grandes chances que votre état se dégrade. Donc c'est absolument pas ce vers quoi il faut tendre. Donc ça aussi, ça fait partie. On va juste faire un petit mot là-dessus sur ce qu'on appelle la fatigue chronique. C'est pas forcément spécifique au Covid. Donc là, ça apparaît au-delà de 6 mois. Mais en effet, le problème avec les gens qui ont une fatigue chronique, c'est que lorsqu'ils créent un stress, que ça soit mental ou que ça soit physique, le problème c'est que ça amène à une dégradation de leur capacité. Donc pour l'instant, c'est un peu un mystère pour la science, à savoir, dans ma vidéo, j'avais parlé des cytokines, donc il y a certaines molécules qui font qu'il y a une raison physiologique pour la fatigue chronique, mais il faut que le corps soit renforcé derrière. La fièvre va plutôt amener à dégrader. Donc c'est une contre-indication pour le sport, même en général. Ouais. Fièvre et sport, ce n'est pas une bonne Alors, combinaison. et je vois qu'il y a une question dans le chat, elle est intéressante, on va la prendre. Si vous en avez une ou deux, mais là il est déjà tard, ça fait longtemps qu'on est là. Donc, est-ce que essoufflement veut dire travail efficace? Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut répondre peut-être? Alors, l'essoufflement, c'est un signe de travail efficace lorsqu'on cherche à recruter la filière aérobie, donc lorsqu'on veut faire du travail cardio. Si l'objectif visé, c'est cardio, si vous n'êtes pas essoufflé, globalement, le travail, il n'est pas très efficace. Par contre, si on veut faire du travail musculaire, sur des petits groupes musculaires, il n'y a pas forcément besoin d'être efficace. Ok. Et donc, c'est quand même un D'être signe intéressant D'être essoufflé. d'être essoufflé. Ok. Ah oui, tiens, c'est vrai, ça tombe bien. Juste un indicateur rapidement, aussi. Oui, ouais. rapidement, c'est que l'essoufflement, il y a quand même un critère pour savoir si vous allez trop fort, il faut quand même que vous soyez capable de parler. Si mais votre séance, vous n'êtes plus capable de tenir une conversation, c'est que l'intensité est trop élevée. On change de filière et c'est trop élevé, tout à fait. Ok. Merci Olivier. Dernière question qu'on va prendre de Elsa. C'est très intéressant, est-ce que les syndromes post-Covid, on a montré que ça touchait plus des personnes jeunes ou plutôt des personnes qui sont dans une certaine tranche d'âge? Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait d'être une certaine population aussi, une femme active ou un homme jeune ou un homme pas sportif ou quoi que ce soit? Dernière question, après on va s'arrêter là. Ça marche. Alors en effet, il y a les syndromes post-Covid, donc on va mettre à part ceux qui ont des comorbidités, parce que du coup là ça va créer un peu de confusion, parce que du coup là ils ont déjà un terrain qui est fragilisé. Alors par contre, ça tombe bien, très bonne question. Merci Elsa pour la question. Merci Elsa pour la question. En effet, il y a plutôt une mauvaise nouvelle, mais en tout cas c'est pas une mauvaise nouvelle, mais en tout cas c'est intéressant à savoir, c'est que les syndromes post-Covid ne sont pas forcément liés à l'intensité des symptômes, encore une fois, sauf ceux qui sont passés en réanimation, parce qu'eux ils vont avoir justement terrain, quoi, de l'alitement, etc. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, voilà. Mais justement, les syndromes post-Covid, au contraire, ça peut même survenir sur des gens qui, au contraire, ont un système immunitaire qui répond bien. Et comme on a vu en fait au début d'émission, des fois le système immunitaire, quand il se régule mal, eh bien, en fait, il présente un risque pour l'organisme lui-même. Donc, les syndromes post-Covid, ça a plutôt tendance, bizarrement, enfin pas bizarrement en tout cas, mais en tout cas malheureusement pour nous, à affecter des jeunes actifs comme nous, en fait, qui ont un système immunitaire en bonne santé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Intéressant. D'accord. Quand on est jeune et qu'on a un système immunitaire qui fonctionne bien, eh ben, on a malgré tout un risque. Comme moi, quoi.
Bah, Attention. Ok, et bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Bon, l'émission a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais il y avait beaucoup de choses à aborder, c'était très intéressant. Olivier nous a apporté aussi beaucoup, pardon. On a appris nous-mêmes plein de choses. Ouais, moi aussi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, ce soir, grâce à Olivier, merci encore. N'hésitez pas du coup à suivre Olivier sur ses réseaux sociaux, bien évidemment, page Instagram, sur la chaîne YouTube. Il fait beaucoup de vidéos qui sont très intéressantes. Et donc, comme je vous le répète, il y a eu une première vidéo il y a de ça à peu près une semaine sur le Covid et il y en aura une deuxième qui va arriver à la fin de la semaine, si j'ai bien compris, c'est ça ? Ok. Nous, de notre côté, alors je te laisserai peut-être la parole là, si tu veux donner un merci à quelqu'un ou un petit remerciement comme tu sais. Merci à tous les jabbers. Hein. Merci à tous d'être là, de nous avoir suivis du début à la fin du live. Hein. Exactement. Merci les jabbers de votre présence. Merci de votre interaction dans le chat, ça nous aide beaucoup, ça nous permet de rendre l'émission dynamique. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses qui vous intéressent. On est là aussi pour échanger avec vous. Nous ne sommes pas que 3, nous sommes, je l'espère, des millions sur le chat. Un jour peut-être. Un jour. Et puis du coup, nous, on se retrouve mercredi prochain pour une émission sur les mythes en nutrition avec Antoine Physio in Paris qui sera présent sur le live. Et on se retrouve lundi, du coup, sur un live qui devait être lundi dernier, qui a été un petit peu décalé. Lundi, sur un live qui va concerner du coup plutôt les professionnels de santé avec Guillaume sur le raisonnement clinique. Voilà. Merci au cabinet de kiné MK Oberkampf pour l'accueil. Super cabinet de kinésithérapie si vous êtes dans le coin d'Oberkampf. Avec des très bons praticiens et qui nous accueillent ici pour notre studio. Donc merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à tous les jabbers et on a hâte, très très hâte de vous retrouver en live. Ciao les jabbers. Ciao. Merci beaucoup.